Vendredi 4 décembre 2020, c'est votre journal du 13h sur Canal 3 Bénin. Voici les titres. La tournée nationale du chef de l'État suit son cours. C'est l'occasion pour le président de la République d'échanger avec son peuple. Vous suivrez en début de cette édition l'étape de la tournée du président à Zayanado, Pobé et à Diawéré. Atelier de formation des formateurs en dialogue social et négociation collective à Cotonou. C'est une initiative du Conseil national du dialogue social. Les participants sont maintenant outillés sur les compétences nécessaires pour promouvoir le dialogue social au sein des entreprises. En page magazine de ce journal, nous nous intéressons à ces mues de hauteur très impressionnantes qui sautent à l'œil dans le plateau d'Abomey, communément appelé Aroro. C'est une invention des rois du Dan romain. Le secret de l'histoire de leur construction et leur importance sont à découvrir dans la page magazine de votre journal. Bienvenue à toutes et à tous et merci de nous suivre. Comme annoncé en début de ce journal, le chef de l'État poursuit son périple dans les différentes communes du Bénin. À Zayanado, dans le département du Zou, le président Patrice Talon a été accueilli à cœur joie et c'est le moment pour l'autorité communale de dresser le bilan des actions menées sur son territoire et de présenter également ses doléances au président de la République. Suivez. À quelques mois de la fin de votre premier mandat, les Béninoises et les Béninois s'accordent à vous porter en triomphe. Car la satisfaction outrepasse les attentes. La construction effective de la voie Zayanado-Paouien d'une distance de 54 km avec la bretelle Kové-Banamé d'une longueur de 12 km offre des opportunités de développement des chaînes de valeur agricoles, commerciales et touristiques. Dans le secteur agricole, la commune de Zayanado a bénéficié de plusieurs projets. Nous avons aussi bénéficié de l'augmentation de la production et de la productivité de la filière coton à Zayanado grâce à la facilité d'accès en quantité et en qualité des intrants agricoles. Dans le domaine de l'éducation, votre gouvernement a fait beaucoup d'efforts en garantissant un repas chaud par jour aux élèves du primaire. Dans le domaine de la santé, les innombrables réformes en infrastructure mises en place ne sont plus à démontrer. Votre cri de cœur n'est pas tombé dans les oreilles d'un sourd. C'est vrai, le mandat est à sa fin, mais il reste encore quelques mois. Des choses peuvent se faire en quelques mois. Et des choses peuvent être mises en place pour les temps à venir. Nous avons constaté tous et nous avions apprécié pour affecter une mention. Et cette mention, comme vous le savez, cette mention, c'est une mention très honorable. Il a reconnu que le chantier de développement n'a pas encore réellement commencé à Zayanado. Il a reconnu. Il a entrepris beaucoup de réformes. Mais c'est progressivement que toutes les communes vont être impactées. Beaucoup de projets ont été réalisés pour le Bénin. Il a promis continuer ces actions avec la population de Zayanado pour notre bien-être social. On l'attendait il y a très longtemps. Nous le remercions, nous le félicitons aussi pour les œuvres incommensurables qu'il a réalisées dans tout le Bénin. Et nous l'encourageons pour la suite. Le chef de l'État a fait un exercice appréciable et apprécié de tous aujourd'hui, en nous faisant le bilan de ces 5 ans à la tête de notre État et les projections pour le futur. Nous pouvons être heureux et l'accompagner pour la suite de son quinquennat et aviser pour le reste du temps.
À Poubelle, l'exercice de réédition de comptes est le même entre rappel des différentes réalisations du programme d'action du gouvernement et doléances. Le chef de l'État est resté serein. C'est le moment pour lui de se prononcer sur l'importance de la promotion de l'enseignement technique et professionnel dans le secteur de l'éducation. Il en a profité pour dévoiler la nouvelle ligne droite qui sera bientôt mise en œuvre sur le territoire national. Serrer les ceintures. Monsieur le Président de la République, nous n'avions pas tous compris que c'est pour construire un Bénin de fierté nationale. En effet, avec le programme d'action du gouvernement, la commune de Poubelle a bénéficié de l'implantation du pôle 6 de l'Agence territoriale pour le développement agricole ATDA, la construction d'un stade omnisport, l'installation du gazon synthétique sur notre terrain de football, la construction d'une centrale solaire photovoltaïque, la dotation en cantine scolaire au profit de 57 écoles primaires publiques, le recrutement en cours d'agents qualifiés au profit de la zone sanitaire Poubelle à Diawere Kétou. Les populations de votre commune me chargent de vous dire qu'elles ont leurs regards encore tournés vers vous pour d'autres doléances. Il s'agit de la relance et de l'achèvement des travaux de l'hôpital de zone Poubelle à Diawere Kétou, abandonné depuis 2011. L'essentiel était que le Bénin puisse enfin se prendre en charge, prendre son destin en main. On donne la preuve qu'enfin, nous avons commencé par régler nos problèmes les uns après les autres. Qu'enfin, plus rien ne sera une fatalité pour nous. Parce qu'en 5 ans, nous pouvons donner la preuve que nous sommes capables de relever ces défis. Nos enfants qui sortent du système éducatif, que ce soit à niveau universitaire, niveau secondaire, ou même jusqu'à niveau, si même un enfant sort au niveau CEP et veut aller dans la vie active. Sur 100 enfants, 100 personnes qui sortent du système éducatif pour entrer dans la vie active, plus de 70 sont formés à la culture générale. Moins de 30% sont formés au métier. Et quand je dis métier, je mets dedans tout ce qu'ils sont formés en médecine, infirmiers, sages-femmes, comptables, secrétaires de direction. Ça, c'est dans les métiers. Mais quand on parle de métiers moins intellectuels, plus pratiques, comme ceux qui sont formés au métier électronique, électricité, de mécanique, plomberie, des choses dont on a besoin au quotidien, il n'y a pas 1%. Le Bénin ne forme pas 1% au métier pratique. La création d'emplois requiert qu'il y ait de la main-d'œuvre qualifiée. Si nos enfants sont formés au métier, nous aurons des milliers de créations d'emplois techniques pour les utiliser. Je viens du secteur privé, des entreprises. On sait que c'est la première condition pour aller ouvrir une entreprise quelque part, main-d'œuvre qualifiée. Nous devons changer le modèle éducatif. Le gouvernement s'y est mis déjà, depuis bientôt 2 ans. Nous avons lancé des études pour identifier les filières nécessaires, utiles, dans lesquelles il peut y avoir rapidement de l'emploi ou de l'auto-emploi. Les financements nécessaires sont déjà mobilisés. D'ici quelques mois, nous allons démarrer la réhabilitation de nos écoles techniques qui sont un peu partout, mais qui ne sont pas fonctionnelles. Les réhabiliter, les équiper et les rendre opérationnelles. Et en construire des dizaines dans le pays entier. Nous allons donner la priorité à la construction d'écoles de métiers. Plus que les écoles de formation générale. Nous allons orienter nos enseignants vers les métiers. Et si vous avez suivi, il y a quelques jours, nous avons envoyé une série de professeurs en France pour aller se faire former, pour revenir comme professeur de mécanique, électronique, froid et consorts. S'il n'y avait pas Covid,
Cette année, c'est peut-être 200 ou 300 qu'on aurait envoyés en formation. Et comme nous savons que les solutions arrivent pour le Covid, d'ici l'année prochaine, Inch'Allah, nous allons pouvoir envoyer peut-être ceux de cette année. Le reste et ceux de l'année prochaine, peut-être 500 vont partir en formation. Et l'année d'après, pareil, parce que c'est plusieurs centaines qu'il nous faut. Quand les écoles seraient finies d'être construites, équipées, il faut que ces enseignants soient déjà revenus pour pouvoir prendre les enfants dans ces écoles-là. C'est une dynamique qui nécessite beaucoup de moyens, qui n'est pas visible, mais qui nous permettra, à terme, de restructurer notre pays, l'éducation des enfants, leur formation et régler le problème de chômage au Bénin. C'est à l'actif de ce que nous avons fait ensemble pendant les 5 ans. J'ai le devoir de vous rendre compte de cela et vous dire que ce qu'il faut faire pour le pays, ce n'est pas seulement ce qui est visible aujourd'hui. Si on travaille comme ça, on ne va jamais développer le pays. Il faut aussi faire ce qui est nécessaire pour demain, après-demain, même si les populations ne voient pas. Même si on ne vous félicite pas pour ça, au moins à la fin, vous savez à votre conscience que vous avez fait du bon travail. Après Pobet, le chef de l'État était également à Diawéré, toujours dans le département du Plateau. Le président a été reçu avec beaucoup de ferveur. Les populations de la commune, à travers la voix de leur maire, ont remercié Patrice Talon pour toutes les actions menées. À votre arrivée à la tête de notre pays en avril 2016, les populations d'Adiawéré ont nourri l'espoir de voir régler certaines de leurs préoccupations majeures de développement. Grâce à votre engagement, à la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement de PAG, les attentes légitimes des populations sont en cours de satisfaction avec l'exécution de plusieurs projets tels que le démarrage du projet de construction du système d'approvisionnement en eau potable multivillageois à Huirigaba, le bitumage en cours de la route Porte-Novo à Pro-Misérité Pobet-Obélé, le bitumage de la route Pobet à Diawéré-Wenhi, l'entretien courant des pistes rurales de la commune, l'amélioration de l'accès à l'école avec la mise en œuvre des cantines scolaires, la fourniture d'intrants subventionnés aux producteurs de riz et de maïs, la construction de magasins de stockage de produits vivriers dans les localités d'Ikinler et de Massé, le lancement du crédit à l'AFIA aux plus pauvres dans la commune. La commune d'Adiawéré reste un vaste grenier de production de maïs, du manioc et du riz. La production du coton a repris suite aux réformes que votre haute autorité avait su conduire courageusement depuis 2016 et qui, indiscutablement, donnent déjà ses fruits. Nous renonçons le microcrédit dans un nouveau modèle qui permettra que le microcrédit soit durable. Nous avons restructuré cela. L'État a mis à nouveau beaucoup de moyens. Ça passe maintenant par le téléphone, c'est un mobile money, auprès des SFD qui vont vous aider à faire les formalités. Il n'y a plus besoin d'intermédiaires. Actualité du côté de l'Université d'Abomey-Calavi à présent, le programme de bourse de la Fondation Mastercard compte actuellement de nouveaux pensionnaires. On parle cette fois-ci de la 4e cohorte et les bénéficiaires ont été officiellement accueillis hier matin. La cérémonie consacrant leur accueil s'est déroulée dans l'enceinte de l'amphi Idriss Déby Itno en présence du recteur de l'Université d'Abomey-Calavi et de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Voici le compte rendu signé Narcisse Alossé et Moufid Sabouran. Voici ceux qui composent la 4e cohorte des bénéficiaires du programme de bourse de la Fondation Mastercard de l'Université d'Abomey-Calavi. 63 au total. Ils font ici leur entrée officielle dans ce programme qui, chaque année, offre un plateau gratuit d'études aux étudiants issus des familles démunies. Le programme de bourse de la Fondation Mastercard à l'Université d'Abomey-Calavi
vient compléter le dispositif social existant au Bénin et coordonné par le ministère dont j'ai la charge. Et ce dispositif a pour finalité de faciliter l'accès des plus jeunes à l'éducation supérieure. Et ce programme prend en charge les frais de scolarité des bénéficiaires, les supports didactiques et pédagogiques, leur hébergement, restauration et déplacement, les frais de recherche en fin d'études, bref, tout ce qu'il faut pour étudier sans le moindre investissement de leurs parents. Chers boursiers, je voudrais vous souhaiter du succès dans cette nouvelle aventure qui a déjà démarré depuis votre installation sur le campus d'Abomey-Calavi et qui suivra son cours. Soyez quotidiennement de véritables modèles pour vos camarades étudiants, boursiers et non boursiers, à travers vos actions et vos réalisations. Derrière ces paroles, des actes de responsabilité. Chacun d'eux a reçu son attestation de bourse. Un sésame obtenu comme une mission est suivi d'un engagement solennel. Nous nous engageons à refléter l'image que le programme projette sur nous, celle de jeunes citoyens bien formés, capables de créer de l'impact et de bouger l'Afrique et le monde. Seul le respect de cet engagement au cours de leur cursus universitaire donnera du contenu à la confiance gagnée au cours du processus de leur sélection, fait d'un contrôle minutieux. Parce que le choix n'a pas été facile. C'est un processus méticuleux, minutieux. Et tous ceux qui ont travaillé dans ces comités de sélection ont travaillé d'arrache-pied pour s'assurer que, in fine, les bénéficiaires seront réellement ceux les plus méritants. Le rapport présenté à l'autorité montre justement que ces jeunes gens et jeunes filles sont les plus méritants. Les majors de chaque catégorie ont reçu chacun une lettre de félicitations. Ils bénéficieront d'un mois de stage, tout frais compris, au Ghana. En plus de la formation académique, le programme de bourse de la Fondation Mastercard prévoit surtout à tous ses bénéficiaires une formation en entrepreneuriat et en leadership. Le cursus lui dure 3 ans. Autre chose maintenant avec l'atelier de formation des formateurs en dialogue social et négociation collective à Cotonou. La séance est initiée par le Conseil national du dialogue et a connu son épilogue hier. Plusieurs responsables d'entreprises privées et publiques y ont pris part et repartent chacun avec leur attestation de fin de formation. Suivez. Ces hommes et femmes qui reçoivent ici leur attestation de fin de formation sont désormais porteurs du flambeau du dialogue social au Bénin. Ils ont en effet pris part aux séances de renforcement de capacité en dialogue social initiées par le Conseil national du dialogue social. Ces responsables d'entreprises privées comme publiques sont donc aguerris de compétences nécessaires pour mieux promouvoir le dialogue social au sein de leurs structures respectives. Notre formateur, l'expert Jules Oni, que nous remercions très sincèrement, a partagé avec nous plusieurs thématiques, notamment les conditions du dialogue social, les bases juridiques du dialogue social, la typologie des conflits et leur gestion. Nous avons eu à échanger également sur la négociation, les qualités d'un bon négociateur, le dilemme du négociateur, comment conduire efficacement une négociation, les avantages et inconvénients de chaque type de négociation, la médiation, la conciliation, que sais-je encore. C'est une chance pour la résolution des conflits dans les entreprises. C'est une chance pour l'amélioration de la productivité dans les entreprises, pour l'amélioration du rendement. Donc chacun, que ce soit les travailleurs, que ce soit les employeurs, chacun a intérêt à cette formation et à la mise en œuvre de cette formation. La formation s'est déroulée en 2 phases et s'est essentiellement portée sur le thème la conciliation, médiation dans les conflits sociaux et les techniques de négociation collective. Elle vise à constituer un vivier d'experts nationaux dont la mission sera de former d'autres cadres des administrations. Les participants ont acquis les compétences nécessaires pour agir avec plus d'efficacité en tant que négociateurs capables.
d'identifier les principales tendances en matière de système de relations professionnelles et de processus et structures de dialogue social, de maîtriser les meilleurs processus de dialogue social, notamment le plaidoyer et le lobbying, de distinguer les différentes approches de gestion des conflits et élaborer des stratégies de médiation, conciliation ou négociation adaptées, de négocier avec efficacité afin d'obtenir de bons résultats. Les récipiendaires mesurent déjà l'ampleur de la mission qui leur est assignée. Ils ne doutent d'ailleurs pas sur leur capacité de changer la donne au sein de leurs entreprises en vue d'une meilleure collaboration avec les travailleurs. La page magazine de ce journal à présent, eh bien je l'annonçais en titre, on s'intéresse à ces murs d'une hauteur très impressionnante qui se rencontrent sur le plateau d'Abomey. Communément appelés Aroro, ils sont une invention des rois du Dahomey. Ces masses de terre aux couleurs rougeâtres nous plongent dans le secret de l'histoire de leur construction. Aux apparences naturelles, ces murs revêtent également un aspect mythique. Ils dénotent de l'ingéniosité de ceux qui ont eu l'idée de leur construction. Aroro, c'est le titre de votre magazine du jour et c'est un élément signé Imet Elena Moussou. Il se dresse majestueusement sur le site des palais royaux d'Abomey, jadis cœur du pouvoir du royaume de Dahomey. Ces romus impressionnent par leur hauteur. Ils attirent par leur couleur, propriété de la latérite, roche dont regorge le sol du plateau d'Abomey, et matière première entrant dans la construction de ces murs appelés Aroro en langue locale Fongbe. Infranchissable. Aroro assure protection et sécurité aux palais royaux, résidence privée des souverains et prétendants désignés au trône. Aroro cerne le palais du roi, c'est-à-dire que le palais du roi est infranchissable, raison pour laquelle on a fait les murs très très élevés. Ce ne sont pas les murs intérieurs, les murs intérieurs ont des hauteurs normales, mais les murs de clôture, c'est Aroro, qui ne permettent pas à n'importe quel individu d'escalader. Donc Aroro a une hauteur au minimum de 6 mètres. Son épaisseur de base était de 1,5 mètre, qui diminue au fur et à mesure vers le haut. Aroro dont on parle est une invention de nos ancêtres. Sa hauteur avoisine les 4,50 mètres. Personne ne peut le franchir. Il y en a aussi de moins grands. Seul le roi avait prérogative d'en faire la demande, de prendre les dispositions y afférentes avant d'autoriser sa construction aux familles qui détiennent le savoir-faire. Pour construire Aroro, il faut consulter les entrepreneurs d'autrefois. Le roi avait des entrepreneurs qui travaillaient spécialement pour les palais royaux. On les invite de Boli, Tanta, Boli, voilà, les familles Tonjo et les familles Achaka. Dans un autre village, Mbega par exemple, il y a le quartier Sozou de Mbega. On invite les familles Aoi de Sozou. Et ces familles-là arrivent pour étudier la terre pendant près d'une semaine avant de trouver où on va creuser le trou du mur. Et quand on a trouvé la bonne place pour creuser la terre, l'entrepreneur invite ses compagnons et ils s'alignent. On creuse et on ramasse la terre dans des paniers qu'on appelle achakpé. Et le premier plan, il donne au deuxième, le deuxième donne, le achakpé passe de main en main pour arriver à la place où on veut construire. C'est là qu'on va pétrir la terre maintenant. Et quand on pétrit la terre, on commence à monter les murs. Il y a les sortes de télliens et de l'huile usée
qu'on trouve dans les scelleries, ce qu'on appelle amitosson ou bien tekou. Celui-là arrive pour la fondation. Les murs qui commencent de la fondation jusqu'à 2 mètres reçoivent les tekou et quelques débris de terrien aussi. Après la base, on peut prêter avec n'importe quelle terre. La réalisation de ces édifices requiert la connaissance de quelques notions propres à la façon de construire ces murs. La procédure relève d'un art traditionnel. On creuse et on récupère de la latérite en quantité suffisante qui est ensuite pétrie à l'aide des pieds, des mains et de la daba. Comme matériel de travail, nous utilisons nos mains pour construire et crépir. Les yeux nous servent d'équerre et de niveau. C'est ce dont on a hérité. Alors, ces vestiges, témoins de la maîtrise de la maçonnerie ancestrale, tiennent encore debout. Ce pan de mur de l'étage du roi Akaba dans son palais privé en est un exemple. Au musée Ouéronji, des blocs de terre ont bravé le temps et les aléas climatiques pour raconter aux visiteurs l'histoire tricentenaire du royaume de Dahomey. De nos jours, rien n'a changé dans la pratique de cette maçonnerie traditionnelle léguée de génération en génération. Sauf que le ciment entre désormais dans la composition des matériaux utilisés, ceci pour accélérer l'assèchement du mur. Par le passé, le travail se faisait durant des mois. La main-d'œuvre était essentiellement composée d'esclaves. Aujourd'hui, nous ajoutons du ciment au sable pour faciliter un assèchement rapide. Les murs sont naturels, mais sont des murs de protection. Ce qu'il faut enterrer dans la fondation avant de commencer les murs. Donc le roi, s'il finit de faire, les entrepreneurs aussi avant de commencer, offrent de la boisson et autre chose que je ne peux pas vous dire, avant de commencer la pose des murs. Et c'était réellement mystique. Dans la cité des Ouégbadjavi, nombre de ces murs tiennent encore debout, défiant ainsi la maçonnerie moderne. Ils rappellent l'ingéniosité architecturale dont peut se vanter tout descendant des souverains du Dahomey. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Toute l'équipe qui m'accompagne vous remercie pour votre attention et votre fidélité. Passez de très bons moments en compagnie de nos programmes.